Nous allons écouter maintenant Blandine Chavannes, qui n'a pas besoin d'être présentée. Elle est conservatrice générale honoraire du patrimoine. Elle a été l'une des chevilles ouvrières de la grande enquête de la GCCPF dont on vous a parlé, mais si. et donc, nous allons l'écouter pour la période 1922 après-guerre. Absolument. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'aime bien qu'on me présente, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai eu la chance, puisque comme on vient de le dire, je suis honoraire, d'avoir le temps de me plonger dans les bulletins de l'association. Tout ce que je vais vous raconter, c'est grosso modo tiré des bulletins de l'association. Pourquoi ? Je me demandais, en fait, pourquoi, depuis le début de ma carrière, je suis membre de la GCCPF. Et juste un tout petit souvenir personnel, c'est vrai qu'en arrivant à Poitiers, il y avait ces réunions de la section fédérée. Et là, j'ai découvert des personnages tout à fait extraordinaires, parce que je suis un conservateur langue, une conservatrice langue, et qu'il y avait ceux d'avant. Et des gens comme Pauline Reverchon, par exemple, à Cognac, qui, sur ses deniers personnels, achète une vitrine de galets d'Expo de 1900. Je trouve ça quand même assez remarquable. Je ne sais pas si ce genre de personnage, vous avez passé un certain nombre de photographies, mais c'est vrai que nous avons connu des personnages assez étonnants. Alors, ah oui, c'est moi qui appuie, oh mon Dieu. Formidable. Donc, si l'école du Louvre existe depuis 1882, et si dès sa création, elle a pour objectif de tirer des collections pour l'instruction du public, l'enseignement qu'elle renferme et de former les conservateurs, les missionnaires et les fouilleurs, seuls les conservateurs des grands musées nationaux et des grands musées de province vont être des professionnels formés le plus souvent à cette école. On vient de nous le dire de façon assez précise. J'ai rappelé un certain nombre de dates justement pour donner le cadre dans lequel l'association peut se créer. Mais en fait, à la sortie de la guerre, plusieurs conservateurs font le constat que les musées sont dans un triste état. Ils vont rencontrer leurs collègues anglais. En 1921, une association qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, puisqu'elle a été créée en 1839, se réunit à Paris. Et les conservateurs vont prendre l'idée de créer eux-mêmes une association. Alors, je saute sur ces grandes dates parce qu'on vient de vous en parler très largement. Et donc, je vais passer à la suivante. Alors, dès 21, en fait, nous fêtons notre centenaire, nous aussi, Madame le chef du service des musées de France, avec un an de retard. En fait, dès 21, l'association est créée. Mais ses statuts vont être publiés en 22. Dès le départ, l'association prend ce nom terrifiant d'AGCCPF. Mais bon, on sait le dire, au bout de 2-3 ans, on sait le dire sans s'arrêter. Il ne faudrait pas changer Association nationale de je ne sais quoi. Et je pense que c'est un joli nom, la GCCPF. Les buts de l'association sont indiqués très précisément. Resserrer les liens de bonne confraternité. Et ça, je pense que c'est une chose essentielle. On en a parlé dans les interventions précédentes. C'est vrai qu'un conservateur dans un musée quelque peu isolé, et l'association va permettre en fait d'abord un croisement de génération, même si aujourd'hui il existe l'INP. N'oublions pas que le croisement de génération est une chose importante. On a quand même chaque fois on apprend énormément de choses des gens qui sont passés avant nous, et on en apprend des gens qui passent après nous, enfin qui sont plus jeunes. Donc je crois que l'association a vraiment ce rôle, étudier toutes les questions d'ordre scientifique ou administratif relatives au musée,
on le sait, c'est toujours fait, défendre des intérêts généraux dont les membres ont la charge. Alors ça, défendre les musées, je crois qu'on en parlera beaucoup durant ces 3 journées. C'est une mission qui est compliquée, qui change très régulièrement. Défendre les intérêts professionnels des personnes. L'association est toujours aux côtés des conservateurs et on sait que nombre de présidents se sont déplacés, sont venus pour soutenir des conservateurs, parfois dans des situations compliquées. Et enfin, organiser annuellement un congrès. Alors, le siège de l'association est au Louvre, pavillon de Marsan, il a un conseil d'administration. Pour adhérer à l'association, c'est assez simple en fait. Il faut être validé par 2 membres de l'association pour pouvoir y adhérer. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je ne crois pas, mais c'était une vieille tradition à l'époque. L'association est ouverte aux conservateurs, conservateurs adjoints, directeurs adjoints, assistants, attachés de conservation des collections publiques de France d'ordre scientifique, archéologique ou artistique de l'État, des départements ou communes. Pour faire partie de l'association, il faut être donc parrainé par 2 membres. C'est très important dès le départ, mais vraiment dès l'origine. Dans cette association, il y a tout à la fois les sciences, les techniques, l'archéologie et les arts. Le conseil d'administration est composé de 16 membres, élus lors de l'Assemblée générale à la majorité des suffrages. Il est divisé en 2 sections, l'une artistique, l'autre scientifique, comprenant chacune 8 membres. Le conseil d'administration choisit en son sein un bureau composé du président, de 2 vice-présidents, une par section, d'un secrétaire général trésorier et de 2 secrétaires adjoints. Le président est choisi alternativement dans l'une ou l'autre section, chose qui a totalement disparu aujourd'hui, ce que je trouve peut-être dommage. Les conseils d'administration se tiennent tous les 3 mois sur convocation du président. L'Assemblée générale a lieu en même temps que le congrès annuel et dès le début, cette alternance entre muséum et beaux-arts permet en fait un développement de chacune des sections. Elles ont le même objectif et cependant chacune a évidemment la spécificité qui nécessite des visites et des réunions distinctives. Lors de l'Assemblée générale du 10 juin 24, le président d'alors, Paul Vitry, souligne l'intérêt qu'il y a pour les divers éléments dont se compose notre association artistique, archéologique ou scientifique à rester groupés pour l'étude et la défense des intérêts généraux qui nous sont communs. Chacune des 2 sections d'importance sensiblement égale est également représentée dans le conseil dont se compose notre association, gardant ses responsabilités et le soin de répondre à ses besoins particuliers. Voilà, cette association est créée. Alors, par qui est-elle créée? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un scientifique qui crée l'association. Le premier président, Albert Vessière, est directeur du Muséum de Marseille. On l'a un peu oublié, souvent on commence par Paul Vitry, mais non, le premier est un scientifique. Alors, il ne va pas rester effectivement très longtemps puisqu'il va être nommé directeur de la station marine d'Andoum, ce qui fait qu'il ne peut plus suivre l'association comme il le souhaitait, et il passe dès 1923 à Paul Vitry. Paul Vitry, conservateur du département des sculptures au musée du Louvre, va entraîner 2 de ses amis, anciens élèves de l'école du Louvre, dans l'association. Gaston Brière, conservateur au château de Versailles, qui sera président plus tard, et Jean-Joseph Marquet de Vasselot, conservateur du musée de Cluny et membre du conseil de l'association dès 1922. Pourquoi j'insiste un peu sur ces 2 amis, c'est qu'en fait, au départ, il y a la majorité pratiquement, et ça va être assez vite souligné, des membres sont des membres des musées nationaux, très peu des musées de région. Mais petit à petit, ça se développe. Alors, si ça a commencé par Marseille, ça va se développer, et on va voir que ça va être une attention très particulière pour qu'il y ait toujours des représentants des musées de province. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis les membres dans le scientifique et la section artistique, et vous voyez qu'il y a Nancy, La Rochelle, Strasbourg, Orléans, Lille
Alors, est-ce que Versailles est en province? Je ne crois pas. C'est sous la présidence de Paul Vitry que se structure la GCCPF et que le combat pour la reconnaissance d'un statut pour les conservateurs est le plus affirmé et dès lors reconnu par les pouvoirs publics comme important. Louis Roule, conservateur au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de zoologie, est élu en 27. Sous sa présidence, il note justement que Paris est surreprésenté. Il tente d'élargir l'assise de l'association en province et affirme la nécessité d'obtenir la personnalité civile pour les musées de province. C'est-à-dire la personnalité civile, c'est les musées qui pourraient être, comme un certain nombre de musées nationaux, des établissements publics. En région, je crois qu'il y a moins d'une dizaine de musées qui ont la personnalité civile. Enfin, ils mettent en œuvre la demande de reconnaissance d'utilité publique de la GCCPF, qui est obtenue en avril 1932 sous la présidence de Jean Robiquet. Jean Robiquet était directeur du musée Carnavalet et c'est durant son mandat que la première exposition est organisée au musée de l'Orangerie, chef-d'œuvre des musées de province, école française des 17-18e siècles, du 17 avril au 17 mai 1931. Cette exposition qui rencontre un grand succès rapporte de l'argent à l'association, ce qui est toujours un problème, et ces bénéfices vont permettre de finaliser la reconnaissance d'utilité publique. Après un directeur Beaux-Arts, une présidence, c'est Paul Lemoine, conservateur du Muséum d'histoire naturelle, géologue, qui va organiser lui aussi quelques expositions, dont l'art animalier au Muséum national d'histoire naturelle. Gaston Brière, en 1937, conservateur au château de Versailles, je vous le disais, va œuvrer pour que la GCCPF soit représentée aux séances de la Commission supérieure des musées. Par ailleurs, le rôle éducatif des musées est au cœur d'un débat animé par Georges-Henri Rivière. Enfin, pour la période que je couvre, c'est Robert Régnier, conservateur du Muséum de Rouen, qui devient président en 1938. Il presse les musées à se transformer, car la nation n'aura ni le temps ni les moyens d'entretenir les institutions qui refuseront d'évoluer. Il va faire en sorte de maintenir la liaison entre les membres pendant la guerre et fera circuler les informations concernant les problèmes de conservation pendant l'évacuation des collections. J'ai envie de dire, on peut faire une parallèle avec notre période de Covid. Il propose de faire évoluer les statuts de l'association, mais le Conseil d'État refuse l'évolution. L'association fonctionne grâce au bénévolat actif du bureau qui regroupe les 2 vice-présidents, le secrétaire général trésorier, les 2 secrétaires adjoints et trésoriers adjoints. Il faut noter l'engagement de Fernand Gay, qui a tenu pendant de nombreuses années le rôle de trésorier, puis celui de vice-président, et enfin, après-guerre, mais ce n'est pas moi qui en parlerai, il sera président. Alors, les principales occupations de notre association sont les assemblées générales et les voyages d'études. Dans les bulletins, chaque AG est très rapidement résumé. On y voit les problèmes généraux que rencontre la profession, situation matérielle des conservateurs, statut, formation. Il y a toujours un petit chapitre sur l'évolution des techniques muséographiques et des informations générales, surtout sur la sous-direction des Beaux-Arts, beaucoup moins sur la direction des musées relevant de l'Éducation nationale. Mais la sous-direction des Beaux-Arts dépend de l'Éducation nationale à cette époque-là. Donc, tous les ans, un congrès annuel dans une ville de province réunit les conservateurs. Il y a toujours une visite, il y a toujours un compte-rendu très précis des rencontres avec les élus, mais aussi des repas, des moments de détente. Dans ces bulletins, les comptes rendus sont toujours sont toujours émaillés de détails extrêmement piquants. Les thématiques de ces rencontres, nous rencontrons celles d'aujourd'hui et les choses nos problèmes sont toujours à peu près les mêmes. Les thématiques sur les publics, sur la conservation, sur la présentation, sur la muséographie. Quelques chiffres, tout de même. En 1921, ce sont 71 membres. En 23, 155. En 27, 185. En 37, 330. Membres chiffres stables
jusqu'en 40. Un annuaire est édité en 28. Il est noté déjà que Paris est surreprésenté. Dès la création d'un statut pour les conservateurs des musées nationaux, leurs adhésions vont progressivement diminuer pour presque disparaître. À partir de 1931, la date de la reconnaissance d'utilité publique de l'association, des expositions sont donc organisées, regroupant des thématiques précises. Je vous ai parlé de l'exposition des chefs-d'œuvre des musées de province. Alors, les bénéfices vont être redistribués, ce qui est une chose importante. Les musées vont pouvoir bénéficier, 7 musées vont pouvoir bénéficier d'une partie des bénéfices, soit pour des acquisitions, soit pour des restaurations. Les autres expositions, je vous ai parlé de l'art animalier en 1934 au Muséum, et portraits et scènes de genre de l'école française entre 1650 et 1830 au musée Carnavalet. Cette idée sera reprise beaucoup plus tard, quand, par exemple, on présentera les chefs-d'œuvre des collections d'art moderne dans les musées de province au Grand Palais, qui n'existaient pas encore. Le bulletin. Le premier bulletin paraît en avril 23. Effectivement, c'est une toute petite brochure dans un papier parcyclé, ça n'existait pas encore, mais vraiment dans le papier le plus simple qu'il soit. Il y a 25 numéros entre 23 et 44. Donc, je vous disais des comptes rendus détaillés des assemblées générales, des voyages d'études, de l'évolution des statuts des musées de province, des conservateurs, de l'évolution des techniques muséographiques, des relations avec la sous-direction des musées des Beaux-Arts, avec les différentes associations. Et lors de la création de ce qui deviendra l'ICOM, de l'Office international des musées, à l'initiative d'Henri Faucillon, l'association va y participer et va y collaborer. Vitry assure que l'association est prête à coopérer. Dans le premier numéro de Muséum, il y a un long texte de Paul Vitry sur l'association des conservateurs qui précise: ces 185 membres, la majeure partie de ceux qui ont en France la charge effective de la conservation de nos musées, quelle qu'en soit la nature, l'origine ou le régime administratif, musées nationaux, départementaux, municipaux, appartenant à des sociétés ou collectivités quelconques, à condition que les collections en soient à la disposition du public et échappent à l'arbitraire et aux décisions guidées par l'intérêt privé. Il rappelle en fait qu'on réunit toutes les collections scientifiques, artistiques, archéologiques, technologiques. Et enfin, parce que c'est un très long texte que je ne vais pas vous lire tout de même complètement, et à la fin de ce texte, il indique qu'il souhaite évidemment collaborer avec l'Office international des musées, tout particulièrement pour le répertoire bibliographique de tous les catalogues publiés sur les collections provinciales, et que l'enquête commencée d'autre part en vue d'établir l'annuaire complet des musées de France devrait aussi faire partie du travail de coopération avec l'Office international des musées. Donc, il y a dès le départ une volonté de collaborer avec les différentes associations, puisqu'en 1936, la GCCPF va participer aux réunions des associations des amis de musée, des conservateurs des collections de l'État, qui font une association différente, et de l'association de l'école du Louvre. Quels sont les principaux thèmes que l'on voit développés dans ces bulletins? La suppression des droits de succession, ça c'était une chose qui tenait beaucoup à cœur à un certain nombre de conservateurs pour, évidemment, l'équivalence qui deviendra des dations en paiement. Les dépôts de l'État, les budgets de fonctionnement et d'investissement, la nécessité d'obtenir la personnalité morale pour les musées, la gratuité pour les musées. Dans les musées, ça a été un sujet qui a été longtemps débattu. Les bases d'un statut pour devenir ce qui deviendra musée de France, mais pour les musées français: inventaire général, reclassement des collections, enseignement, vulgarisation, le rôle éducatif des musées, la présentation des collections et la muséographie, les techniques de restauration, et enfin, à la fin des années 30, l'évacuation et la protection des collections. Tout à l'heure, on vous a présenté
cette revue. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont lue, tout à fait. Moi, je dois avouer mon immense ignorance. J'ai découvert cette revue qui fait un point sur les musées et dans lequel ce n'est pas les résultats d'un colloque, ce sont des demandes très précises de textes qui ont été faites à des conservateurs venant, je ne dirais pas du monde entier, mais venant en tout cas du monde européen et nord-américain. Et dans cette revue de 400 pages, je vous préviens, pour ceux qui veulent le lire, disponible sur Internet, elle est facile à lire, mais elle est quand même assez passionnante. Une très petite introduction. Dans l'avant-propos, qu'on s'en félicite ou qu'on le regrette, le XXe siècle a bien des chances de porter l'épithète de siècle des musées. Je ne sais pas si, maintenant qu'on est au XXIe, on peut valider cette proposition. Et autre chose qui est très importante, ils ont publié tous ces textes parce qu'une grande question se pose. En l'état actuel de notre expérience, la méthode du double musée apporte-t-elle un remède au mot endémique des galeries publiques, encombrement, confusion, laideur? Met-elle ces galeries en mesure d'accomplir la tâche d'éducation sociale que de plus en plus on leur assigne? Alors, je trouve que nous sommes au Louvre-Lens. Le Louvre-Lens répond en partie à cette question du double musée, car dans l'enquête, beaucoup de conservateurs, en particulier nord-américains, explique qu'il faut absolument deux galeries. Une galerie dite de chef-d'œuvre et ensuite une galerie scientifique pour les chercheurs. Mais qu'il faut arrêter de tout mélanger, que nos musées croulent sur les collections et donc il faut absolument prendre. Et il emporte presque l'adhésion de tout le monde, ils emportent presque l'adhésion de tout le monde sur cette proposition de séparer les collections entre celles que le grand public va apprécier et les autres. Eh bien, au Louvre-Lens, nous n'en avons qu'un, il faut aller au Louvre pour avoir le double. Mais c'est assez intéressant de voir que déjà, je crois que ça date de 1931, cette revue, on parlait de tout ça. Alors, vous avez le conservateur de Pennsylvanie, celui de Genève, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Il y a juste une petite chose, une phrase, parce qu'il y a Auguste Perret qui donne son avis sur ce que doit être un musée. Et il dit un musée est un moyen, ce n'est pas une fin. Je trouve que c'est une phrase que beaucoup de nos architectes devraient connaître par cœur. On parle aussi de la communication, parce qu'évidemment, on ne sait pas bien faire. Une petite phrase, peut-être, qui m'a tout à fait étonnée, mais assez formidable, c'est Theodor Schmidt, professeur à l'université de Leningrad. La conception de l'art pour l'art, de l'art créé par le génie de l'artiste isolé, de l'art valant par lui-même et ayant une valeur absolue, cette conception est incompatible avec la doctrine marxiste. L'art est toujours propagande de tout un ensemble d'idées et de sentiments, de toute une façon de voir et de concevoir le monde. L'Ermitage, avant 17, n'était qu'un énorme objet de luxe. Je ne continuerai pas, mais c'est un article qui est assez étonnant. Il est noté, bien évidemment, par le président du Conseil des musées nationaux que les budgets des musées de province sont un régime de famine, tant pour les acquisitions que pour les appointements des conservateurs. Et quoi d'autre? Enfin, bon, il s'est vraiment... Et Paul Vitry, déjà, oui, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Paul Vitry, déjà, va proposer qu'il y ait des classements des musées, classement qui sera repris. Et donc, pour lui, il faut proposer des listes où il y a des musées qui seront suivis par les conservateurs du musée du Louvre, les musées dits classés, et les autres musées de province. Il sera suivi, je vais vous en parler très vite. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris en lisant ce numéro et j'ai trouvé tout à fait étonnant qu'il y ait déjà autant de points qui étaient soulevés par ces conservateurs il y a de nombreuses années. Deuxième petite partie, c'est les congrès. Les congrès sont toujours thématiques, mais là, en 1937, vous avez un congrès beaucoup plus important qui est un congrès national de muséographie avec la présentation d'une journée complète sur le rôle des musées dans la vie sociale. Et n'oublions pas que Georges-Henri Rivière est très actif à cette période-là
des années 30. Et c'est le directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre qui clôt la séance. 144 participants, c'est pour eux, ça leur semble une chose importante, avec une vingtaine de communications. Alors, le programme comportait des séances de travail, les unes communes aux sections scientifiques et artistiques, les autres où chaque section étudiait les questions plus particulières relatives à l'entretien, à la restauration des objets, aux inventaires, aux catalogues, à la présentation sociale des musées. Et, le congrès ne s'est occupé que des questions strictement professionnelles. Il a demandé notamment que soient resserrés les liens entre les musées et l'enseignement, que les visites des musées soient inscrites dans les programmes scolaires. Il a souhaité qu'un lien plus étroit fût établi entre les musées provinciaux et les musées nationaux, contact qui permettrait tout d'abord l'établissement d'un service de documentation pour l'identification des œuvres d'art. L'insuffisance des bibliothèques rendant difficile ce travail hors Paris. Enfin, il demande que le laboratoire du Louvre soit mis à disposition des musées de province. Voilà pour cette période 37. On va... Hop. Alors, petite synthèse quand même, nous sommes là. Des rapports entre la GCCPF et le sous-secrétariat aux Beaux-Arts, décembre 25. Dans le bulletin, nous lisons « Il est bon d'organiser des réunions avec le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts ». La présence du sous-secrétaire aux Beaux-Arts, M. Petsch, est présent à l'Assemblée générale de 31. Au congrès de 32, on lit une déclaration de Missler. En 33, Missler annonce la création d'une commission des musées départementaux et municipaux. En 36, création de l'inspection des musées de France. 44, le président Régnier propose de soumettre au ministre de la Reconstruction un plan pour l'ensemble des musées. 47, le président Régnier va tenter d'imposer la consultation de la GCCPF dans les conseils établis par la loi de 41. Alors, les avancées pour la profession. En 24, pour les fonctionnaires parisiens, les conservateurs sont assimilés aux chefs de bureau. En 32, création de la commission des musées départementaux dont on vous a parlé précédemment. En 36, création de l'inspection générale des musées de France. En 37, création de la liste d'aptitudes à la fonction de conservateur, qu'un certain nombre d'entre nous ont connu. En 41, loi, je tiens à préciser, je ne suis pas un dinosaure, mais quand j'ai été inscrite sur la liste d'aptitude à la fonction de conservateur, il y avait encore des postes à mi-temps bénévoles. Je pense que ça, aujourd'hui, ça serait plus tout à fait possible. En 37, donc, en 41, la loi relative au musée des Beaux-Arts. En 45, l'ordonnance provisoire et le décret d'application reprenant la loi de 41 et la création de la direction des musées de France. En 46, décret sur l'organisation des muséums et des musées techniques. Donc, une séparation, en fait, de fait, qui n'existait pas auparavant. 2 mots sur Louis Hautecoeur, tout de même, conservateur, nommé secrétaire général des Beaux-Arts en 41, et dès qu'il est nommé, il fait adopter une loi le 10 août 41. Cette loi relative au musée des Beaux-Arts donne un statut de fonctionnaire d'État aux conservateurs des musées nationaux et aux conservateurs des musées classés. Les musées, quand on dit au conservateur, c'est au singulier. Un conservateur de musée classé, il est toujours seul. Enfin, il est presque seul, sauf à Lyon. Les musées contrôlés devant être recrutés, les conservateurs des musées contrôlés devant être recrutés sur la liste d'aptitude. Ainsi, les musées de province sont répartis tout de suite en 2 catégories. Musées classés, dont la liste est fixée par décret, représentant les établissements les plus importants et conservant le plus de dépôts d'État. Un détail précis est donné des départements dont les musées sont rattachés aux musées classés dans le bulletin de l'association de décembre 42. C'est-à-dire qu'il y a un réseau qui est un maillage. Les musées de province qui ne sont que contrôlés sont quand même sous la responsabilité des musées classés. En 1943, un projet d'organisation des musées scientifiques est proposé à la direction de l'enseignement supérieur, créant un cadre pour les conservateurs des muséums de province. Par ailleurs, Georges-Henri Rivière souhaite que l'ethnologie française et le folklore soient rattachés aux musées nationaux et que l'ethnologie générale aux musées scientifiques.
Je ne sais pas quelle était la différence entre les deux. La loi de 41 et l'ordonnance de 45, qui, ne prenant pas en compte les musées scientifiques et techniques, va créer une dichotomie qui, cependant, n'éloignera pas tout à fait les conservateurs des muséums de la GCCPF. Dans le bulletin numéro 24-25 de 46, l'ordonnance de 47 est commentée, et pour l'association, il est indiqué « L'organisation des musées de province est répartie en 3 spécialités, le folklore sous la direction de M. Rivière, l'archéologie sous la direction de M. Lautier, les beaux-arts sous la direction de M. Vernier-Ruiz. » Et nous voilà donc maintenant à l'aube de la seconde moitié du XXe siècle. Les conservateurs des musées nationaux ont un statut. Les conservateurs des musées de province vont l'attendre encore quelques années. Il faudra attendre la mise en place de la fonction publique territoriale en 92.